Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous êtes en direct sur Décideurs TV et sur MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sébastien Henry, entrepreneur, conférencier et auteur de ces décideurs qui méditent et s'engagent. Sébastien Henry, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Joseph Lasserre, fondateur et gérant de Doumer Couverture, une entreprise de bâtiments spécialisée dans la rénovation de toitures. Joseph Lasserre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un patron d'entreprise, mais pas n'importe lequel, puisque vous pratiquez la méditation de manière quotidienne depuis 2003. Et justement, dans le domaine de la gestion des entreprises, les années 2000 voient une remise en cause des pratiques managériales qui ont irrigué tout le XXe siècle. Si les théoriciens en dénombrent 4 styles différents, le style paternaliste, le style bureaucratique, le style directif et le management par le leadership, tous partent du postulat que le manager prescrit et contrôle et les salariés obéissent aux ordres. Oui, mais dans notre contexte socio-économique particulièrement tendu, les mentalités évoluent et l'innovation managériale est maintenant au cœur de la stratégie des entreprises. Celles-ci ont compris que leur pérennité dépendait maintenant de leur faculté à être agiles et à attirer et conserver des salariés engagés et passionnés. Alors, la pratique de la méditation peut-elle favoriser l'émergence d'un management innovant? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Et pour commencer, Sébastien Henry, je voudrais qu'on essaye de définir ce qu'est la méditation. Méditer, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il y a beaucoup de définitions possibles et de traditions de la méditation. Elles ont en commun quelque chose d'essentiel et qui est tout simplement la capacité ou l'entraînement de l'esprit à se poser dans l'instant présent, c'est-à-dire au lieu de partir sans arrêt dans les problèmes ou dans les regrets des choses passées. Voilà, on va 5, 10 minutes ou quelques minutes par jour ou quelques minutes ici et là, faire l'attention, prendre le temps de poser son attention sur le moment présent, en s'aidant souvent de sa respiration. Le souffle, dans beaucoup de traditions, est un outil ou une aide pour poser son attention sur le moment présent. Donc vous voyez, en fait, je sais très bien dans le monde des affaires, il y a une perception que la méditation, c'est quelque chose de compliqué, fumeux, déconnecté des réalités, mais en fait, c'est extrêmement simple et profond à la fois. Donc, faire en sorte que tout son être soit présent. Son esprit, en tout cas. Alors, tout son être, mais en tout cas, voilà, son esprit, on sait très bien, en fait, quand sur le moment présent. Voilà. Et on sait très bien quand on commence. Ce qui est frappant, en fait, quand notamment les décideurs commencent à pratiquer la première fois, ils sont surpris par l'agitation de l'esprit. En fait, notre esprit, du matin au soir, est pris dans des pensées. Certaines qui nous rendent heureux, certaines qui nous compriment ou nous remplissent d'inquiétude, mais on n'arrête pas de penser. Et la beauté de cette pratique de la méditation, on s'aperçoit que finalement, quand quelques minutes par jour, on s'exerce à poser son attention sur le moment présent, il se passe de très belles choses en fait. On en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Mais... Absolument. Joseph Lasserre, je voudrais maintenant qu'on rappelle ce qu'est peut-être la fonction du chef d'entreprise, en tout cas, telle que vous la concevez. Voilà, quel est le rôle du patron d'une société? En tout cas, on met de côté la méditation pour l'instant. Quel est le rôle du patron? En tout cas, le rôle que moi j'essaye de vivre au quotidien dans mon entreprise, c'est de définir un premier jet de ce qu'est la vision de l'entreprise et un premier jet également du cadre dans lequel on va fonctionner ensemble. Et ensuite, d'essayer de co-construire cette vision et ce cadre avec mes équipes et de le faire vivre au quotidien. Et donc après, moi je suis là pour être garant que ce qu'on fait, chacun au quotidien, respecte ce cadre et cette vision qu'on a décidé, affinée ensemble et qu'on fait vivre au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Et alors, on a entendu la définition que nous donnait Sébastien Henry de la méditation. Est-ce que méditer et diriger une entreprise, c'est compatible? Moi, en tout cas, c'est compatible dans ma vie à moi et ça m'a accompagné dans le chemin de vie qui m'a amené à être aujourd'hui dirigeant de ma société. Ça m'a aidé et ça continue à m'aider parce que ça m'a permis déjà de faire le calme, comme disait tout à l'heure Sébastien, dans mon esprit, de pouvoir me concentrer, me poser et d'être plus disponible à moi et aux autres. Et le deuxième élément, ça m'a permis et ça me permet encore, c'est un chemin que je vis, d'identifier ce qui était important pour moi dans ma vie et dans mon rapport aux autres
Et c'est ce que j'essaye d'incarner dans la façon dont je dirige la société que je dirige aujourd'hui. Alors, Sébastien Henry, dans la notion d'entreprise, il y a une notion de profitabilité qui fait partie de l'essence même de l'entreprise. Et pour que votre entreprise soit pérenne, il faut qu'elle fasse de l'argent, pour parler de manière très pragmatique. Est-ce que vous-même, vous avez eu l'expérience de la création d'une société, vous avez créé en Asie. Est-ce que vous-même, vous diriez que la méditation vous a aidé à faire croître votre entreprise? Alors, faire croître, il y a croissance et croissance pour moi. Il y a vraiment quelque chose, dans mon parcours, il y a vraiment eu un moment où je me suis laissé prendre un jeu, et c'était d'ailleurs assez passionnant, au jeu de la croissance la plus rapide possible avec mon associé allemand. On avait pris l'habitude, voilà, le pied au plancher en permanence, on bâtissait nos prévisionnels avec 100% de croissance, doublé tous les ans. On a ouvert les filiales à Tokyo, Shanghai, Singapour. Et pour moi, le geste qui résume toute cette période, c'est ce geste-là. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais voilà, plutôt comme ça. C'est voilà, ce geste que j'adore, d'ailleurs, qu'on trouve chez les entrepreneurs, dans les entreprises même de façon générale. C'est on se fixe un objectif et puis on met tout en œuvre pour l'atteindre. S'il y a des obstacles, on les contourne, on travaille en équipe pour les atteindre. Et voilà, on rassemble en soi et en équipe toutes les ressources qu'on peut trouver. Maintenant, je pense que là où il y a de la beauté dans ce geste, mais il y a un risque, c'est quand justement on ne voit plus que ça. On ne voit plus que la croissance à tout prix. Et ça peut avoir des coûts pour soi-même, pour les collaborateurs et aussi pour la société. Donc je pense qu'en plus, la beauté pour moi de cette pratique… Quel type de coût, justement ? Le coût, le nombre d'entrepreneurs qui pour parler familièrement, qui se grillent ou qui le fameux burn-out. Voilà, qui sont épuisés, les collaborateurs qui subissent le stress permanent que leur leader ou que leurs dirigeants leur imposent, le coût sur la société aussi d'entreprises en fait qui sont tellement concentrées sur cet objectif de croissance à tout prix que finalement l'environnement passe toujours en dernière priorité. Mais pour reprendre ce geste, je pense que donc ça c'est les coûts, mais il y a aussi ça plus positivement, moi je voudrais insister sur toute la richesse et tout intérêt d'un autre geste qui vient compléter celui-là, pas l'annuler, pas le remplacer, mais le compléter, c'est ce geste-là justement. Voilà, c'est un geste de retour à soi, prendre 5-10 minutes par jour pour voilà, se poser, respirer, pratiquer justement. Et ça peut être la méditation, ça peut être d'autres pratiques de sagesse. Moi je ne suis pas un ayatollah de la méditation, il y a d'autres pratiques de sagesse qui existent. Il se trouve que la méditation, c'est une pratique simple et concrète à la fois et qui a cette profondeur. Voilà, et quand on fait régulièrement, on prend, et c'est la grande leçon que j'ai tirée d'aller rencontrer 60 décideurs dans le monde. Alors en effet, dans votre livre, vous êtes allé à la rencontre de 60 dirigeants, je crois de 15 nationalités différentes, qui pratiquent la méditation. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, je médite depuis 12 ans, j'ai cette expérience d'avoir fait croître cette entreprise en Asie. Mais je me suis dit, voilà, par rapport à votre question sur la croissance, quelles sont, en fait, c'est quoi une vraie croissance qui me nourrit en profondeur aussi, pas juste me remplit les poches, je gagnais très bien ma vie, mais voilà, qui répond à ma soif de sens. Et mon expérience, j'ai vu, elle était ce qu'elle était, mais je voulais la compléter avec le parcours intérieur de 60 autres décideurs qui ont cette pratique régulière. Et j'ai été vraiment passionné à chaque entretien, je me disais, mais qu'est-ce que c'est riche, c'est passionnant en fait de voir comment, entre le moment où ils se sont dit tiens peut-être que je vais m'y mettre et maintenant, il y a eu justement tous ces temps où on est complètement concentré sur l'objectif, sur l'action. On prend chaque jour quelques temps pour ralentir, revenir à soi. Et qu'est-ce qui se passe ? Joseph, je pense qu'il y a un très bon exemple, il a expliqué. On est plus calme, on est plus posé, mais il y a aussi plus de lucidité sur soi. On est plus disponible pour se mettre à l'écoute des autres. Et selon vous, là, vous avez parlé de ces 60 dirigeants. Quelles sont les motivations au départ qui les poussent vers la méditation ? Alors parmi 60, il y a plein de cas différents, mais je dirais que dans 50% à 2/3 des cas, c'est une sorte d'épuisement, alors soit un burn-out, soit une crise ou un moment où on est un peu dos au mur ou face au mur. Et on se dit, il faut que je travaille différemment, c'est plus possible, ça va pas tenir. Et ça va pas tenir. Il y a d'autres cas où c'est plus une recherche de sens, donc tout va très bien. Il y a une croissance très forte, mais on se dit, mais voilà, il y a un questionnement intérieur. On a envie de plus de sérénité, plus de sens. C'est le cas d'un tiers à peu près des décideurs. Mais tous, en tout cas, ont mis en place cette pratique dans leur quotidien. Joseph Lasserre, vous êtes dans quel cas, justement recherche de sens ou c'était faire face à une crise, peut-être ? Ouais, c'était un peu les deux en même temps. Moi, j'apprécie quand je me lève le matin de savoir pourquoi je me lève et non seulement pas que professionnellement, aussi personnellement, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et puis c'est aussi venu un moment de crise où je n'étais pas forcément bien dans l'activité que j'avais.
et ça m'a aidé à prendre du recul par rapport à ça. Je voulais un peu compléter ce que disait tout à l'heure Sébastien sur le retour à soi. Pour moi, le retour à soi, il permet aussi l'ouverture aux autres. Et donc, dans le geste d'après, Sébastien a fait celui-ci, moi je ferai aussi celui-là. Parce que, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu en me retrouvant et en prenant ce temps pour moi. J'étais beaucoup plus disponible pour mes équipes. Alors justement, et un des éléments que moi je veux mettre au cœur de l'entreprise, c'est que cette entreprise, elle soit nourricière, à la fois pour moi et pour mes équipes, qu'on y prenne du plaisir, que moi je prenne du plaisir à faire et que les équipes prennent du plaisir à faire avec moi et aussi ensemble. Donc après, moi, je lie absolument la notion de plaisir à la notion d'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne décide pas de tout, mais on décide d'une partie de ce qu'on fait, ou en tout cas de comment on le fait, et on ne décide pas tout seul. On décide avec les personnes avec lesquelles on est, toutes les parties prenantes. Et donc typiquement, moi, une des choses que j'essaye de mettre en œuvre progressivement dans mon entreprise, c'est de se dire, quand on prend une décision, qui doit prendre cette décision? La décision, elle n'a pas besoin de revenir à moi, chef d'entreprise. Elle peut être prise par d'autres, et elle sera prise progressivement par d'autres, mais elle ne sera pas prise toute seule. Elle sera prise en collaboration, ou en tout cas après échange avec les autres. Et après, on prend une décision. Cette décision, elle n'a pas besoin d'être la meilleure. Et parce qu'on prend une décision, la décision qu'on estime bonne à un moment donné. Et si on doit l'améliorer demain, on l'améliorera demain. Mais il n'y a pas on peut faire des erreurs et c'est comme ça qu'on avance. Alors Sébastien, justement, on entendait Joseph nous dire que voilà, peut-être la méditation l'aide à mieux s'ouvrir aux autres et du coup à prendre des décisions de manière plus participative. Est-ce que vous diriez la même chose? C'est ça aussi qu'apporte la méditation? Oui, je pense que c'est la grande leçon qui est ressortie de tous ces entretiens, c'est que la méditation est souvent présentée dans la presse comme l'anti-stress, une arme anti-stress. Et évidemment, on se sent moins stressé, mais comme l'a dit Joseph, il y a cette ouverture aux autres qui a été très souvent mentionnée et qui a été vraiment frappante aussi dans mon cas. Quand on calme l'esprit, on se sent beaucoup plus présent aux autres. Et il y a aussi, ça a été marquant chez beaucoup de gens que j'ai interrogés, les questions essentielles qui se posent au bout d'un moment. C'est-à-dire, quel est mon rôle de décideur? Quel rôle je veux jouer dans ma société, mais aussi dans la société de façon générale. Et il y a une volonté altruiste, en fait. Ça, c'est assez étonnant de lier la méditation avec cette volonté altruiste et cet engagement, ce sens de l'engagement. Il y a beaucoup de décideurs que j'ai rencontrés qui, à un moment, se sont dit j'ai envie de faire plus pour la société à travers mes compétences en business. Donc, je vais amender, ajuster mon business model, je vais essayer de faire plus. Justement, vous le savez, c'est le principe de Décideur TV. Nous donnons la parole aux internautes. Jim demande, connaissez-vous des patrons emblématiques qui méditent? Est-ce que, voilà, vous en avez interrogé 60, mais est-ce qu'il y en a des connus, en effet? Alors, on parlait de créativité tout à l'heure. Il y avait Steve Jobs qui d'ailleurs, il a dans son autobiographie, il a souvent dit que ses idées les plus créatives lui venaient après des séances de méditation. Est-ce que vous, Joseph Lasserre, vous avez été inspiré peut-être de patrons emblématiques qui pratiquent la méditation ou une autre forme de sagesse? Non, je ne fonctionne pas trop comme ça avec des modèles que j'essaye de suivre. J'essaie surtout de trouver en moi-même la façon dont je veux avancer pour moi. Et pour compléter un peu ma définition de la méditation, en plus de calmer son esprit, ça permet aussi d'avoir une attention à son corps. Et puis, pour moi, le troisième point, c'est de s'exercer à la bienveillance. Et donc, tout ça par ce temps de retour à soi, où on calme l'esprit. Je trouve qu'on arrive à avoir un meilleur ressenti de message qu'envoie que nous passe notre corps. Et on s'exerce à être bienveillant pour soi-même et aussi pour les autres. Et dans la façon d'être à soi et la façon d'être aux autres, on laisse advenir des choses qui ne seraient pas arrivées s'il n'y avait pas eu cette bienveillance pour soi et pour les autres. Et est-ce que vous avez ressenti, depuis que vous pratiquez la méditation et que vous essayez justement de mettre en œuvre ce management plus bienveillant, des retours positifs de vos collaborateurs et puis peut-être aussi des retours positifs sur le business, proprement dit? Moi, j'ai eu un cas concret très récemment où j'ai certains de mes compagnons qui sont venus me voir en me disant que la personne qui les encadrait sur les chantiers leur laissait pas suffisamment de... Alors on le rappelle, votre société réalise... on fait de la rénovation de toiture, donc on refait des toits. Ouais. Et donc j'ai des équipes en général qui font 3 personnes qui refont un toit dirigé par un chef d'équipe qui est accompagné de compagnons. Et donc j'ai un des compagnons qui est venu me voir en me disant mon chef d'équipe ne me laisse pas suffisamment de place pour ce que j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire mieux. Et donc le but ça a été de retourner vers ce chef d'équipe
de re-expliquer pourquoi je fonctionnais comme ça. Si ce n'était pas moi qui prenais les décisions, c'est qu'elles pouvaient être prises par d'autres et par plusieurs personnes dans l'entreprise, mais que je n'avais pas envie qu'il y ait une autre personne en dessous de moi qui se mette à reprendre toutes les décisions pour tout le monde. Parce que la valeur de mon apprenti, du compagnon, du chef d'équipe ou la mienne, toutes les paroles ont une valeur et qu'il a intérêt à faire naître ces paroles-là pour pouvoir mettre en œuvre. Et donc, le but, c'était de rappeler ça pour pouvoir permettre aux chefs d'équipe et aux compagnons de pouvoir donner ce qu'ils avaient de meilleur pour l'entreprise. Et j'ai senti en tout cas une interrogation qui naissait dans le regard de mon chef d'équipe et surtout une reconnaissance de mon compagnon d'avoir entendu ce qu'il m'avait dit et de trouver une façon de l'exprimer à mon chef d'équipe qui ne le mette pas en porte-à-faux, mais qui permette de lui laisser l'espace pour faire. Alors, à vous entendre, on se rend bien compte que, effectivement, le manager doit, pour manager différemment, eh bien, abandonner une partie de son pouvoir. Et est-ce que ça, finalement, eh bien, c'est possible, hein, c'était le rêve déjà de Platon, hein, dans la République. Il fallait que le philosophe devienne eh bien, le roi. Hein, c'est comme ça qu'on arriverait à supprimer les mots sur Terre. Est-ce que, pour autant, c'est réalisable? Sébastien Henry. Alors, sur la question du pouvoir, moi, je ne fais pas forcément un lien direct avec la méditation. Pour moi, cette pratique, quand elle est mise en place par des décideurs au quotidien, elle les invite surtout ou elle les amène à davantage de justesse par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Et je pense qu'il y a des styles de leadership qui sont plus autocratiques, plus directifs, d'autres par rapport à la personnalité qu'on a. Mais la notion de justesse, pour moi, est essentielle. Voilà, qu'on arrive, quelle que soit sa personnalité, à trouver la justesse, à laisser émerger de ces temps de silence intérieur les décisions qui sont les plus justes possibles. Et voilà, Joseph, il a parlé de ce qui est juste pour lui. Pour d'autres décideurs, ça va être peut-être un petit peu différent. Certainement, la tendance générale va vers une participation, une écoute plus profonde des collaborateurs, donc certainement plus participatif, mais moi je ne trouve pas ça incompatible avec… le sage peut gouverner, selon vous? C'est jamais facile. On sait à quel point il y a des multiples exemples dans l'histoire. Et Marc Aurèle, qui était empereur romain, l'équivalent d'un PDG de multinationale de maintenant, il a montré qu'en lit, c'est Penser pour moi-même, un texte qui a presque 17 siècles. On voit à quel point c'est difficile. Quand je parlais tout à l'heure de ce geste, quand on cherche à combiner ce geste d'être dans l'action et d'atteindre des objectifs et de chercher, ça c'est le geste de retour à soi, de se mettre à l'écoute de la sagesse en soi. C'est pas facile parce que voilà, on essaie de trouver un geste qui combine les deux, être orienté vers un objectif et être le plus possible en conscience, à l'écoute de cette voix de sagesse, d'écouter ce qu'il y a de plus beau en nous. Voilà, c'est jamais facile, mais c'est pour ça, Joseph parlait d'un chemin tout à l'heure, moi j'aime bien cette expression, c'est plus un chemin où on fait un pas après l'autre, parfois on tombe, bon, si on tombe on se relève, on continue le chemin. Pas facile, mais en même temps c'est tellement exaltant, j'aime bien entendre parler Joseph de son métier parce que voilà, moi je sens une vraie passion, ce chemin même est passionnant. Alors comment devenir un manager rempli de cette justesse et de cette bienveillance? C'est l'objet de notre rubrique Les conseils aux candidats. Et on va commencer par une question de Marlène. Je vous la pose à vous, Joseph. Combien d'années de méditation faut-il pour commencer à en sentir les effets dans son travail? Ce qui est surprenant, ce que j'ai trouvé moi surprenant avec la méditation, c'est qu'on peut on peut ressentir les choses de façon très différente, très rapidement. Et il y a une prise de conscience, de sentir l'agitation de son esprit qu'on fait dès la première fois où on médite. Et c'est cette prise de conscience qui peut arriver à n'importe quel moment de la journée où on sent qu'on peut faire les choses différemment. Et après, le bonheur, c'est de trouver des choses nouvelles pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais les effets peuvent être immédiats. Après, le chemin de prendre conscience de qui on est, de ce qui est important pour soi et de comment on veut le mettre en œuvre, ça c'est le chemin d'une vie, mais c'est aussi ça qui est passionnant. Et très concrètement, quels sont les exercices de méditation que vous pratiquez? Moi, j'essaye donc je médite assis et de me concentrer sur ma respiration en laissant venir et passer les différentes pensées. Vous le faites vous-même tout seul ou avec quelqu'un? Je le fais tout seul, oui. D'accord. Et j'aime bien aussi parcourir mon corps avec attention pour sentir les différents éléments, en parcourant souvent mon corps de bas en haut. Et de sentir attention sur le corps. On va porter mon attention plus spécifiquement sur des parties du corps tout en continuant à respirer. Et ça, vous le faites au quotidien
pendant que vous êtes en train de faire une autre activité où il faut s'isoler Pour moi, il n'y a pas de il faut, c'est à chacun de trouver la façon qui lui correspond. Moi, j'aime bien prendre un moment particulier le matin ou le soir et de l'ancrer le plus souvent possible, des petits moments dans la journée. Alors moi, ce qui me convient bien, je fais un peu beaucoup de voiture. Et donc, c'est quand je suis en train de conduire de refaire cet exercice, de revenir à ma respiration et de laisser les pensées de ce qui s'est bien passé sur un chantier, de comment va se passer celui-ci, de ce que va me dire un client, de laisser passer ces pensées-là et de revenir à mes respirations. Sébastien Henry, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui nous écoute et qui souhaite se mettre à pratiquer la méditation? Par où faut-il qu'il commence? Alors, on a la grande chance à notre époque d'avoir plein d'enseignements très concrets, pratiques et profonds à la fois, des CD même qui existent dans le commerce et qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel, surtout pour les décideurs justement, ou les gens d'entreprise qui ont l'habitude justement de fonctionner beaucoup par objectif, voilà, on se donne un objectif et on y va le plus rapidement possible. Le principal conseil que j'ai envie de donner, c'est surtout ne pas se créer une pression supplémentaire. Pour moi, cette pratique, c'est une des rares activités qu'on a maintenant à notre époque où il n'y a rien à atteindre, rien à réussir. C'est un espace de liberté où, voilà, ça c'est extrêmement important parce que sinon on arrive avec une pression de plus en disant bah, voilà, j'ai pas réussi à méditer ou alors j'ai plus de pensées qu'avant, c'est horrible, j'y arriverai pas. Et justement, voilà, les enseignements les plus authentiques sur ce sujet, c'est rien à atteindre, rien à réussir. Cela dit, comme c'est un chemin, on n'arrive pas non plus très loin si on ne met pas un pied après l'autre. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment la pratique, tout simplement. C'est-à-dire prendre 5-10 minutes, quel que soit le temps, qu'un quart d'heure, mais le plus régulièrement possible. Ça, c'est extrêmement important. Donc, même si c'est le principal conseil, pour répondre à votre question, même si c'est simplement 10 minutes, le matin, le soir, à pause déjeuner ou dans ce qu'on appelle les temps morts, en attendant un avion, en attendant un train, voilà, se dire, ce temps-là, ça ne va pas être un temps mort, mais ça va être un temps vivant pour revenir à moi-même, me mettre à l'écoute de ma respiration et puis créer ce silence intérieur le plus possible. Alors, vous dites qu'il ne faut pas attendre de résultats, mais donc je rebondis d'ailleurs sur une question de John. Y a-t-il des objectifs intermédiaires? Vous en avez parlé un petit peu dans la pratique de la méditation, mais comment ne pas se décourager? Il faut quand même avoir à un moment donné des résultats pour continuer cette pratique, j'imagine. Encore une fois, si on reste vraiment sur cet idéal cette image du chemin, rien à atteindre, rien à réussir, le paradoxe qui est très beau en fait, c'est que les résultats vont venir, mais il faut leur laisser, il faut vraiment, je pense, opérer en liberté et sans se créer la moindre pression. Donc en termes d'objectifs, pour moi tout simplement, c'est le principe de confiance que les choses vont venir à leur rythme. Et pour certains décideurs que j'ai rencontrés, c'est dès les premières séances, en fait, ils ont senti un soulagement extrêmement, un apaisement intense. Et ils se sont dit, bah voilà, ça a été mon cas aussi quand j'ai commencé. Hein. Dès les premières séances, je me suis dit, c'est quelque chose de fondamental pour moi pour rester au cœur de l'action. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, je pense que c'est un peu dangereux de raisonner en termes d'objectifs. On a déjà beaucoup d'objectifs dans sa vie de décideur. Je pense qu'il faut prendre ces temps comme un temps de liberté. J'aime bien le parallèle avec la nourriture, en fait. C'est une nourriture pour l'esprit qu'on se prend quotidiennement et on fait confiance que ça va nous nourrir. Alors, je le disais, Joseph, peut-être vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur le terme de confiance. Il me trottait dans la tête depuis quelques minutes. Parce que je trouve que revenir à soi et revenir à ce qui nous fait vivre, ça nous donne une confiance en nous et une confiance aussi dans les autres et une confiance dans ce qui advient. Et donc, on peut se fixer des objectifs. Moi, j'en ai en tête à certains moments pour l'entreprise. Mais il y a aussi une façon d'agir avec les problèmes, ce qu'on peut considérer comme des problèmes. Typiquement, là, je suis sur un chantier avec un charpentier. Il y a eu une incompréhension entre une de mes équipes et l'équipe du charpentier. Et le but, c'est plutôt de se dire quel est le message que je peux retirer de cet événement et comment je me fais grandir moi et mon équipe et mon entreprise avec ce qui est arrivé. Et donc, c'est une façon de faire confiance à soi, de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce qui arrive, pour dire que même si on n'arrive pas forcément à l'objectif qu'on s'était fixé, on avance vers un endroit qui nous convient et surtout sur une façon où il y a plus de légèreté, de simplicité et de plaisir à faire. Alors aujourd'hui, on parle de manière très librement de ce sujet, puisque c'était le sujet de l'émission, mais est-ce que parfois ça peut être un danger pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la méditation, d'en parler en entretien, par exemple, un entretien d'embauche?
Sébastien Henry. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de dire que l'on médite lorsqu'on est dans une entreprise? Ça dépend beaucoup, je pense, des cultures d'entreprise. Il y a des entreprises où je ne le recommanderais pas forcément parce qu'il y a la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de perceptions, à mon avis, erronées sur la méditation. Justement, on parlait tout à l'heure des mots de fumeux, compliqués, déconnectés des réalités. Donc, je pense qu'il faut sentir un petit peu la culture d'entreprise avant de décider d'en parler ou non. Mais je pense que je suis conforme, il y a de plus en plus d'entreprises où je suis assez frappé. Suite à mon dernier livre en particulier, il y a plein de décideurs de plein d'entreprises différentes qui viennent qui me contactent par email, par téléphone, qui me disent mais moi je pratique depuis des années, j'en ai jamais parlé autour de moi et je suis très content que voilà, le sujet émerge. Donc je pense que ça bouge très très vite et je voudrais mentionner le cas d'une entreprise qui est connue et ils m'ont autorisé à parler d'eux, donc je le fais, qui est Sodexo, où là j'interviens auprès d'eux pour animer des sessions de ce qu'on appelle mindfulness, c'est la version évidemment complètement laïque, ça s'appelle pleine conscience, c'est les mêmes principes. Hein. Et voilà, là il y a du côté du directeur général de la business unit, de la DRH, de pas mal de gens, un vrai intérêt. Ce sont des gens qui ont tous les pieds sur le terrain, évidemment une pression pour des objectifs, mais qui se disent on va aller vers cet objectif, mais on ne va pas y aller n'importe comment. Et en particulier le bien-être des collaborateurs, on ne va pas transiger là-dessus. On veut absolument que pour atteindre ces objectifs, on ne néglige pas le bien-être des collaborateurs. Et même faire du bien-être une condition de la performance et du succès. Joseph Lasserre, est-ce que vos employés savent que vous méditez régulièrement? J'ai eu l'occasion de le dire, mais je n'en fais pas un absolu de le communiquer. Et pour moi, finalement, la question d'en parler ou de ne pas en parler, c'est de savoir si la façon dont je suis correspond à la façon dont je pratique ma méditation. Donc moi, ça fait pas très longtemps que j'en parle de plus en plus autour de moi, mais parce que je pense que je suis plus à l'aise avec la façon, avec la vie que j'ai, la façon dont j'exprime qui je suis et le fait que ça soit lié ou non avec la méditation, donc en l'occurrence oui. Et je pense qu'en parler dans un entretien, la première question, c'est de savoir est-ce que moi je suis à l'aise avec qui je suis, avec ce que je présente de moi, et est-ce que c'est aligné avec ma pratique de ma méditation. Si on dit dans un entretien, je fais de la méditation comme j'étais capitaine de mon équipe de foot, bon, finalement, je ne vois pas trop l'objet. Mais si dans la façon dont on s'est comporté au cours de l'entretien, dont on a été capable d'écouter et de se mettre en connexion avec la personne qui fait passer l'entretien, on a le sentiment que la méditation m'aide à ça, je ne vois pas le problème d'en parler parce que ça va être aussi une façon de montrer comment on va collaborer et travailler avec les autres. Donc, encore une fois, c'est plutôt une question, est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que ça a eu un impact sur qui je suis et comment je me comporte avec les autres? Et si on est là et qu'on se sent de le dire, et justement, une des qualités qu'on développe aussi avec la méditation, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Est-ce que l'autre va être capable d'entendre ce que je lui dis? Et si on pense que moi je suis à l'aise et que la personne elle est à l'aise pour que je lui dise, je ne vois pas trop le problème. Mais à chacun de sentir s'il en est là, si la personne en face de lui en est là ou pas. Alors vous, Sébastien Henry, votre volonté, c'est plutôt en effet de disséminer la bonne parole le plus largement possible, puisque vous êtes en train de travailler à un projet de création, vous dites, de monastère des temps modernes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, monastère des temps modernes, c'est une expression que j'emploie sur un mode un peu provocant, quoique ça correspond à… Moi, les lieux qui m'ont le plus inspiré dans mon parcours depuis 20 ans, ce sont des monastères, sans être croyant au sens traditionnel. Toute ma carrière jusqu'à présent, j'ai fait des séjours réguliers dans des monastères. Et pourquoi je parle de ce projet? C'est le nouveau projet entrepreneurial sur lequel je travaille. C'est parce que je pense fondamentalement que pour faire ce travail dont j'ai parlé tout à l'heure, de retour à soi au cœur de l'action, d'être capable d'agir avec le plus de confiance et de justesse possible, il faut des lieux. C'est difficile de faire ce travail régulier de retour à soi dans une tour à la Défense ou dans des bureaux où on est à l'étroit. On peut le faire, bien sûr, en partie, mais il y a aussi besoin de lieux qui fassent résonner un appel à l'essentiel. C'est-à-dire, dès qu'on y arrive, voilà, on sent un apaisement, on sent qu'il y a quelque chose de sacré, pas religieux, c'est très différent pour moi, quelque chose de sacré qui correspond à la plus belle partie de nous-mêmes. Et donc, je travaille avec un homme d'affaires qui a, lui, une longue expérience dans la gestion d'infrastructures hôtelières pour créer des lieux de conscience à proximité des centres d'affaires des grandes villes du monde, en commençant par Paris, Hong Kong.
et une dizaine de villes. Voilà, des lieux qui soient à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure maximum des centres des affaires, dans lesquels les décideurs, en comité de direction ou en individuel, pourraient venir pour des périodes d'une demi-journée, une journée, 2 jours, prendre ce temps vraiment de retour à soi, de souffler. Et aussi, pour moi, ce sont des lieux de créativité aussi, d'innovation. On n'a pas beaucoup parlé de l'aspect innovation ou créativité, un petit peu, mais ce qui se passe fondamentalement quand on fait ce geste de retour à soi, avant de repartir vers l'action, c'est qu'on est en contact avec la partie la plus créative et la plus belle partie de soi-même. Et là, il y a vraiment un nouveau regard. Pour moi, il y a un terreau, la médiation est un terreau pour ensuite être créatif, innover. Absolument, moi j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, j'ai rencontré encore une décideur qui m'a dit le plus beau projet entrepreneurial qui m'est venu, c'était lors d'un séjour comme ça, une sorte de retraite. Parce que tout simplement, on change son regard temporairement sur son business, on le voit avec un œil nouveau. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. On sait très bien que dans beaucoup d'entreprises, et ça a été aussi mon cas quand j'avais mon entreprise en Asie, on est tellement le nez dans le guidon que finalement, on finit par se couper de soi-même, se couper des autres et se couper du sens qu'on donne à son action. Et voilà, moi, je suis passionné par ce projet de créer ces lieux de conscience. Ça va être les 5, 10, 15 années à venir de ma vie. Et voilà, c'est... Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien Henry, merci beaucoup Joseph Lasserre. Merci. Merci aux internautes qui nous ont suivis et à mardi prochain pour un nouveau numéro des Décideurs de l'Emploi. Au revoir.